Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, la bourse n'est pas en forme, hein, que ce soit la bourse de Paris, que ce soit la bourse à Francfort ou aux États-Unis. Vous avez vu, les indices perdent tous à peu près 1 à 2%, même le marché US. Pour ce qui est du CAC 40, donc si on se base sur le futur CAC 40, le support c'était 7286 points et le prochain c'est 7240 points. Le CAC 40 actuellement il cote à 7250 points. Bon, il y a d'autres supports décrits aux alentours de 7000 points, donc au point où on en est, ben on peut s'attendre à une baisse jusqu'aux 7000 points. Alors c'est vrai que j'étais très optimiste dernièrement, mais bon voilà, effectivement, toutes ces turbulences en termes d'élections législatives, d'inflation, de futures élections aux US, de l'absence de gouvernement fiable, notamment en France, eh bien, il n'y a rien qui rassure les marchés, sans compter les résultats des entreprises qui ne brillent pas, hein, faut dire ce qui est. Et donc du coup, j'ai voulu m'intéresser à d'autres types d'actifs, notamment les matières premières, parce qu'on parle toujours de l'or, c'est une valeur refuge, hein. Vous connaissez l'économiste Marc Toiti qui, dans ses vidéos où il parle toujours de crise, de récession, qu'on est en galère, que voilà, le gouvernement fait n'importe quoi, il est très alarmiste dans ses vidéos et il fait des 100 000 vues, moi je fais même pas 2 000 vues. Hein, d'ailleurs, abonnez-vous, likez, partagez, parce que bon, moi je passe pas mon temps à, à annoncer la fin du monde économique là. Lui, il passe sur les plateaux télé, il affole tout le monde. Et j'ai pas dit qu'il avait tort. J'ai juste qu'il est très pessimiste et les gens ils ont l'air d'aimer ça. Moi, je suis plutôt optimiste. Hein, voilà, j'ai confiance en l'humanité. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai envie de voir le verre à moitié plein, comme on dit, plutôt que le verre à moitié vide. Alors, il y a un truc que j'ai retenu de Marc Toiti et d'autres personnes qui le disent, il y a pas, qui le disent, il n'y a pas que lui qui le dit, c'est qu'il préconise aux gens d'investir environ 15% dans l'or. Donc, je me suis intéressé à l'or, à l'argent et au cuivre, hein. Donc, ces matières premières, hein. J'ai même regardé un petit peu le pétrole, le gaz, pour savoir un peu pourquoi l'or dans la tête des gens c'est considéré comme une valeur refuge, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. En cette période d'été, de vacances, vous aurez remarqué que des gens comme Romain Debris ou Laurent Albi de BNP, ils sont en vacances et ils ne font pas des missions quotidiennes. Alors, bon, ils le font toute l'année, hein, on les remercie. Donc là, il faut s'attendre à un mois d'août très léger en termes d'informations boursières via leur chaîne. Du coup, ben, moi qui suis très intéressé par ce qu'ils disent notamment, et puis je vous dis, je suis très intéressé par la bourse et la finance et l'économie, j'apprends plein de choses chaque jour. J'ai cette soif de connaissances qui n'est pas encore assouvie dans ce domaine. Donc du coup, je me rappelle que Romain Dobry parlait éventuellement d'un ETF axé sur les matières premières, l'ETF Como CRB, je crois, de Amundi. Je l'ai pas retrouvé. Bien sûr, il n'est pas éligible au PEA. Alors, je crois que c'est COMO. En tout cas, de ce que j'ai trouvé, il m'inspire pas confiance pour le moment, hein. C'est un ETF, donc c'est un panier de valeurs et je crois qu'il est synthétique. Je vais y revenir, hein, pourquoi je précise synthétique et pas physique. Donc, je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc, premièrement, je vais parler du cuivre, ensuite de l'argent et enfin de l'or, avec une petite mention spéciale à la fin, parce que c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, redécouvert dernièrement, et je voulais vous le partager cela avec vous. Tout d'abord, le cuivre, c'est quoi? Donc le cuivre, c'est un métal, hein, une matière première. Et pourquoi elle est importante dans notre monde? Bah parce qu'elle intervient pour la fabrication de plein de choses, hein, que ce soit dans les maisons, dans l'automobile, également je crois dans l'informatique. Et donc il y a différents facteurs qui peuvent influencer, on va dire, la valeur du cuivre. Pourquoi un coup elle est basse, pourquoi un coup elle est haute. Je vais la résumer en 5 points là. Il y a 5 facteurs que je retiens qui influencent le cuivre.
Tout d'abord, premièrement, c'est la croissance économique mondiale. Donc, s'il y a une croissance soutenue, hein, dans le monde, eh bien, ça va faire augmenter la valeur du cuivre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vous l'ai dit, ça va permettre le cuivre va permettre de développer des infrastructures. Donc, si la croissance est soutenue, on va développer de plus en plus de choses. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. À l'inverse, s'il y a une récession, eh bien, on consommera moins de cuivre, hein, parce qu'on aura d'autres chats à fouetter, on aura d'autres galères, et donc du coup, le cours du cuivre va baisser, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez les marchés émergents, donc les fameux pays, là, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, les fameux BRICS. Moi, perso, je m'intéresse surtout à l'Inde, hein. Si vous regardez mes vidéos, je vous les mets en description. J'ai une vidéo sur, notamment sur faut-il investir sur l'Inde? Je vous donne mon avis. Eh bien, pourquoi les marchés émergents, pardon, ces pays vont influencer le cours du cuivre? Eh ben, tout simplement parce que justement, si comment dire, s'ils se développent bien, bah, eux aussi vont devoir utiliser du cuivre. Donc ça va entraîner une hausse du cours du cuivre. Il peut y avoir également des perturbations liées à l'approvisionnement. Si on prend, je crois, l'exemple de la Bolivie en 2007, et ben, à cause de décisions, de perturbations, on va dire, politiques, et ben, ça a créé des perturbations environnementales et ça a gêné la production de cuivre. Et donc, du coup, ça a eu une influence sur le cours. Ensuite, toujours dans le cuivre, il faut s'intéresser au marché immobilier, notamment américain. Pourquoi? Parce que lorsque le marché immobilier américain est fort, hein, pourquoi américain? Bah parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'immobilier, enfin l'économie US, elle dirige un peu toute l'économie mondiale, en tout cas très fortement. Donc tout le monde essaie de faire comme les Américains. Donc quand le marché immobilier américain va bien, hein, qui fabrique de plus en plus de logements, qui a une croissance soutenue, hein, c'est toujours en lien avec les autres facteurs que je vous ai détaillés précédemment, eh bien, le cours du cuivre, la demande de cuivre va être importante et donc c'est toujours l'offre et la demande. Donc la demande du cuivre, elle va être importante et donc du coup, la valeur du cuivre va augmenter. Et à quoi va servir ce cuivre? Bah, tout simplement pour le câblage électrique notamment et la plomberie, donc dans tous ces logements, toutes ces infrastructures. Et enfin, il y a la substitution par d'autres métaux. Ben justement, quand le cours du cuivre est trop élevé, considéré comme trop cher par certaines personnes, et ben ces mêmes personnes vont décider de remplacer le cuivre par d'autres matériaux, d'autres matières premières moins chères, notamment l'aluminium, le nickel ou le plomb, par exemple. Alors vous allez me dire, le plomb à éviter, hein, bien sûr, hein, c'est à cause du saturnisme. Il y en a même qui remplacent par le fer. Voilà. Mais en tout cas, bah, les gens, des fois, cherchent à faire des économies et c'est normal, hein, c'est complètement humain. Et donc, justement, quand ça coûte trop cher, et ben, on essaie de trouver d'alternatives moins chères. À titre d'exemple, je vous montre le cours du cuivre. Donc là, c'est en dollars, hein. Donc, vous savez que le dollar est proche de l'euro, hein, que l'euro est un peu plus fort que le dollar. Voilà, c'est pas pour vous inciter à acheter quoi que ce soit, c'est pour vous illustrer le cours du cuivre. Donc vous voyez, il y a une résistance historique en mensuel, hein. Là, c'est un graphique mensuel autour des 3,64 dollars, hein. Et donc vous voyez que si je me mets en euh, journalier, ça charge un petit peu. Voilà. Il y a une résistance majeure proche des 5,21 dollars. Donc le cours était au plus haut dernièrement en mai 2024. Et puis vous voyez, ça a suivi un peu la tendance des autres marchés, hein. Donc effectivement, il y en a qui parlent de docteur cuivre, hein. Ils surnomment docteur cuivre. En fait, ils disent que le cuivre, tout simplement, quand le cuivre monte, eh bien l'économie mondiale monte. C'est pas du tout scientifique, mais ça a l'air de plutôt bien coller. Donc si vous êtes nul en économie, vous regardez le cours du cuivre et s'il monte, c'est que ça va plutôt bien. S'il baisse, c'est que ça va moins bien. Et donc effectivement, comme on peut le voir, on est plutôt dans une phase de correction là entre mai 2024 et maintenant. Et donc, vous voyez, là, actuellement, le cours actuel est autour de
4,10 $. Et donc, on se rapproche d'un support majeur à 3,99 $. Donc, grosso modo, le cuivre vaudrait 4 à 5 dollars actuellement, avec un support majeur, je vous ai dit, aux alentours de 3,6 $, 3,64 $. Donc, c'est à peu près pareil en euros. Donc, voilà, à côté, je vous ai mis également à titre d'exemple, voilà, tout ce qu'on peut trouver sur ProRealTime comme matière première. Vous voyez de l'or, du Brent, donc c'est le pétrole, du cacao, du café, encore du pétrole, du gaz naturel, l'once d'or, on va y revenir, l'once d'argent, on va y revenir, du platinium, et soybean, je sais plus, c'est les haricots, je crois, ou du soja, peut-être le soja. Voilà pour le cuivre. Passons maintenant à l'argent, le métal précieux, l'argent. Donc ça, je pense que vous connaissez plus que le cuivre, hein. Ça a une plus grande valeur que le cuivre. Vous avez vu, hein, le cuivre, il cotait entre 4 et 5 euros, grosso modo. L'argent, vous allez voir que ça coûte un peu plus. Donc l'argent, dans quoi il est utilisé? Bah, tout simplement en joaillerie et en orfèvrerie. Donc ça, c'est plus connu, hein. Quand vous allez dans les magasins de bijoux, bah, il y a de l'or et de l'argent, entre autres. Ça a été également utilisé pour confectionner des différentes pièces de monnaie, hein, ou des médailles de prestige, hein. On est en plein dans les JO, donc vous connaissez ce principe. Mais c'est également utilisé dans l'industrie des matériaux de contact mécanique et dans l'industrie atomique. C'est également utilisé donc à titre de revêtement pour conférer une meilleure protection, une meilleure étanchéité. C'est également utilisé en électronique et en électricité car ce serait mieux conducteur que le cuivre, tout simplement. Et enfin, c'est notamment utilisé en musique et en sonorisation pour fabriquer notamment des instruments ou ce qu'ils appellent des membranes ou des bobines pour actionner les tweeters de haut-parleurs. Bon, ça, j'ai cherché sur Internet, vous vous en doutez bien. Par contre, il y avait un truc que je savais, c'est en médecine et en chirurgie dentaire, c'est également très utilisé, notamment dans les amalgames dentaires. Et bien sûr, dans nos anciennes photos, quand on disait les photos en argentique, vous savez, les photos que vous gardez précieusement à l'abri de la lumière, justement pour les conserver les plus longtemps possible. Ben, alors il faut savoir, la petite parenthèse, que les photos en argentique, donc nos photos classiques, hein, les plus jeunes d'entre nous connaissent moins, mais moi j'ai plein de photos en argentique, hein, mes parents aussi. Ces photos-là, elles ont une durée de vie d'une cinquantaine d'années. Donc, pour la petite parenthèse souvenir, pensez à les scanner, à les numériser pour les garder, on va dire, indéfiniment. Voici sur l'écran le cours de l'once d'argent, donc ounce silver en dollars, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez une résistance majeure à 26,27 $, hein. Donc là, on est sur un graphique mensuel, donc c'est un vrai support, pardon. Et la plus grosse résistante, on va dire résistance, quasi l'all-time high, vous voyez, 48,29 $, et ça c'était en mai 2011. Donc à l'époque, en 2011, eh ben, tout le monde voulait de l'argent, et maintenant il y a, on va dire, moins de demandes, si je puis dire. En tout cas, ça cote moins cher qu'en 2011. Et dernièrement, voilà, ça cotait au plus haut en mai 2024, aux alentours de 32, le plus haut 32,52 $ exactement. Donc si on s'intéresse en journalier pour être plus proche de maintenant, vous voyez donc la résistance, le support historique 26 $27, et vous voyez un résistance support, donc une zone de polarité aux alentours de 28 $, 28,59 $. Et puis au plus haut, quand je vous disais, 32,12 $ en mai 2024. Donc vous voyez, comme le cuivre, ça a pris à peu près le même trajet. Donc je comprends mieux pourquoi Romain Dobry le surveillait tout ça de manière active, hein, parce que moi j'ai commencé en bourse il y a un an. Et donc vous voyez là, ne serait-ce que de novembre 2023 à mai 2024, donc tout le semestre d'hiver 2023-2024, voilà, il avait dit il fallait surveiller et effectivement il avait capté.
un mouvement haussier. Donc, vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. J'ai fait une vidéo sur le trading facile. Elle est en description. Donc, pour que vous compreniez pourquoi je parle d'impulsion et de correction. Donc, c'est ma fameuse vague. Et donc, vous voyez, contrairement à d'autres valeurs, eh ben, en fait, on est loin d'avoir rattrapé le retard rattraper les valeurs de 2011. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, l'argent, eh bien, il faut, là, on est clairement dans un marché baissier. L'économie est pas bonne, hein, voilà. Donc, clairement, attendez tranquillement les retours aux 26 dollars, 27 pour ceux qui s'amusent via leur CTO à en acheter pour viser de nouveau un 32 dollars, donc ce qui ferait une hausse de 6 dollars. 6 dollars sur 26, et ben, ça fait à peu près un cinquième, donc ça ferait une hausse de 20%. Donc si je mesure, hop, allez, grosso modo, tac, voilà, 21,62%. Voilà, quand je vous dis qu'il faut être bon au calcul mental, voilà pour l'argent. Passons maintenant à l'or, hein, gold, hein, la meilleure médaille, hein, l'or, hein, celle qui est décernée au premier dans les compétitions sportives notamment. L'or, dans la tête des gens, c'est une vraie valeur refuge, hein, voilà, c'est universel, c'est intemporel. L'or est et restera une valeur refuge aux yeux de beaucoup. Comment en avoir? Il y a plein de possibilités. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas. Clairement, je n'en ai pas. Euh, Peut-être un jour, je m'achèterai une montre en or, qui sait? Et encore, c'est pas trop mon truc. Mais je n'en ai pas. Euh, les gens qui détiennent de l'or, à ma connaissance, eh ben, de l'or physique, hein, je veux bien dire, ça, pour moi, ça ne m'attire pas tant que ça. Pourquoi? Parce que si demain on me donne un lingot d'or, vous allez me dire, mais c'est génial, il est super, la personne elle est super, cette personne qui vous donne un lingot d'or. Oui et non, parce que avoir un lingot d'or sur soi, eh bien, ça peut vous apporter plus de soucis qu'avant. Tout simplement parce que bah, l'or, si vous l'avez chez vous, vous risquez de vous faire cambrioler, hein, si vous le cachez sous votre matelas, voilà, si ça se sait. Donc moi déjà rien que ça, c'est niette. Alors vous allez me dire, bah vous prenez un coffre-fort, vous le mettez dedans. Ouais, enfin bon, si un jour vous décédez, personne n'a accès à votre coffre-fort, enfin voilà, donc même si vous voulez le refiler à vos enfants, vos petits-enfants, voilà, hein. Hein, c'est comme dans les vieilles histoires, hein, vous avez déjà entendu des faits divers où les gens achètent une maison et puis miraculeusement, à un moment donné, ils trouvent sous le plancher de l'or ou des choses datant de très longtemps et qui peuvent avoir une valeur. Alors après, si c'est de l'or, eh ben le mec va peut-être rien dire et le garder pour lui. Alors vous qui avez caché précieusement cet or, vous n'en aurez même pas pu en profiter. Donc c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Donc voilà, je trouve que c'est pas un excellent placement. Clairement, je mettrais pas 15% comme dirait Marc Toiti. Et puis, si c'est une autre valeur que vous retrouvez sous votre plancher, importante, eh ben, voilà, comme d'hab, hein, si ça se sait, mais je vous dis pas d'être malhonnête, il faut être honnête. Eh ben, il faut déclarer cette trouvaille et si c'est une trouvaille historique, eh ben, ça peut être un trésor national, donc faut le rendre. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas un super plan d'avoir de l'or. Néanmoins, sur, on va dire, la valeur financière, fiduciaire, spéculative, appelez ça comme vous voulez, ça peut être intéressant. Alors, il y a plusieurs types d'or, hein. Donc il y a l'or physique, comme je viens de vous l'expliquer, et puis il y a l'or, on va dire papier ou électronique, quoi. Donc on peut acheter de l'or papier.
Donc, comment ça peut se faire? Bah, vous pouvez justement, via vos plateformes de courtage ou votre banquier, acheter de l'or. Donc, ça s'achète via un compte titre ordinaire uniquement. Il y en a qui disent qu'il y a des ETF éligibles au PEA. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé d'ETF éligible au ETF basé sur l'or éligible au PEA. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez un. En tout cas, via le CTO, il y en a plein. Il y a Amundi, Lyxor, eShares, Wisdom Tree, enfin il y en a plein, je vais vous les citer dans quelques instants avec leurs différentes caractéristiques. Et en fait, ce qu'il faut retenir de l'or, hein, donc si donc il y a l'or physique comme je vous le disais, et puis il y a cet or entre guillemets synthétique où bah c'est juste un papier ou un élément électronique qui certifie que vous aviez une certaine quantité d'or. Eh bien, pour une certaine facilité, pour que ce soit plus simple pour les investisseurs, les actionnaires, enfin les petits porteurs que nous sommes, eh bien, il est possible d'investir dans des produits comme ça financiers, notamment les ETF. Je rebondis sur les ETF, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, voilà, j'en parle régulièrement parce que j'en ai dans mon portefeuille, notamment des ETF plutôt axés sur les indices boursiers tels que le SP 500 et l'indice indien. Euh, il y a deux types d'ETF, c'est ça le message que je veux vous dire. Il y a les ETF dits physiques et les ETF synthétiques. Physique, concrètement, les ETF or dits physiques, euh, c'est ceux qui possèdent une quantité d'or. Donc quand vous achetez une partie de leurs ETF, concrètement vous achetez une partie de leur or. Donc c'est plutôt une bonne chose. À l'inverse, vous avez des ETF synthétiques qui s'intitulent aussi or ou gold, et eux, ils n'ont pas forcément d'or sous la main. C'est, comme je vous expliquais, par ce système de swap, ils essayent de répliquer la hausse pardon, du cours de l'or de manière synthétique, un peu comme les indices boursiers dont les ETF reflétant les indices boursiers que la plupart d'entre nous connaissons. Donc, je vais vous les lister ici. J'en ai cité quatre avec leurs différents frais. Vous pouvez les voir ici. Donc, vous voyez, hein, ça va de l'ordre de 0,1 à 0,12% à plus. Sont éligibles au CTO, je viens de vérifier, ils sont pas éligibles au PEA. Vous pouvez également investir dans l'or via des ETF avec des matières premières, hein, donc pas uniquement sur l'or. Voilà, c'est bon, vous avez eu le temps de voir, vous avez le temps de screenshotter, de les noter, de les enregistrer, voilà, d'analyser. Alors bien sûr, vous irez sur leur site officiel, Amundi, je trouve qu'ils expliquent plutôt bien leurs différents ETF. Et maintenant, nous allons passer à des choses plus intéressantes, c'est-à-dire le cours de l'action l'or. Regardez-moi comment cette courbe est belle. C'est la courbe de l'once d'or en dollars. Donc là, je vous l'ai affiché en annuel. Donc vous voyez, ça date de peu près de 1975 sur ce graphique. Et vous voyez plutôt une tendance haussière, surtout depuis les années 2000 à maintenant. Donc si on regarde en mensuel, pareil, hein, ça monte, petite correction, ça remonte. Donc c'est vrai que ça fait plutôt valeur refuge au vu du graphique. Et là, je vous ai tracé un support majeur actuel autour de 2052 dollars, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et là, si on met plutôt en journalier pour être plus proche de nous actuellement, vous voyez là, le support majeur 2052,32 dollars exactement. Deuxième support aux alentours de 2293 dollars. Le all-time high proche donc là, je prends exactement la mèche, vous voyez, 2468 dollars exactement, le plus haut historique. Et vous voyez un autre support aux alentours de 2426 dollars. Vous avez compris, clairement, moi je resterai prudent parce que justement, c'est vrai qu'en cas de crise, les gens se refugent dans l'or, hein, donc on le voit, hein, c'est clairement différent du cuir et de l'argent. Donc effectivement, psychologiquement, l'or est une valeur refuge pour beaucoup.
et ben, il faut attendre tout simplement pour entrer sur cette valeur, et ben, que les choses rentrent dans l'ordre, hein. Donc, ça évoluerait plutôt à l'inverse du cuivre et de l'argent, comme je viens de vous l'expliquer jusqu'à présent. Et donc, moi, personnellement, si je devais investir sur l'or, comme ça, via un CTO par exemple, j'attendrais de repasser sous les 2300 $ quand même. J'attendrai peut-être pas les 2000 parce que, bah, vous allez me dire, ça remonte pas si loin que ça, hein. Ça remonte à mars 2024, hein, les 2052 $. Mais j'attendrai tranquillement les 2300 $. Clairement, j'achèterai pas ici, hein. Je suis pas trader, encore une fois. Et je vous dis, ça m'intéresse pas plus que ça, alors. Mais effectivement, pour du long terme, ça peut être considéré comme un bon placement. Et en ce moment, Je vous Ouais. mets ici c'est quoi? des extraits. Quoi? Le produit, la marchandise que vous me conseilleriez. Ça. Il n'y a plus de sucre. Disparu. Quel désastre, messieurs. Et voilà. Je simplifie, monsieur l'inspecteur. Le sucre, c'est un pari. Un pari sur l'avenir. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu tonton Béraud. Petit joueur, petit voleur, petit rapace. Je vous mets ici des extraits. T'es ruiné. Je viens de sauver un ami, il voulait se suicider. Pas possible. Oui, c'est un petit spéculateur. Alors tuez-le tout de suite. Évitez-lui les souffrances. Encore un petit sou, encore un petit sou. Et ouais, je vous ai mis un extrait donc du film Le Sucre qui est sorti en 1978. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite fortement à le regarder. D'habitude, je suis pas vieux film, mais clairement là, on l'a regardé et il vieillit bien et puis il se permet des choses qu'on pourrait pas faire maintenant dans les nouveaux films. Donc allez-y, regardez-le. Il dure pas très longtemps, il dure 1h45 il me semble. Et clairement, non, il est bien fait. C'est sur la bourse, bien sûr, sur le sucre, donc les matières premières. Et ouais, il est vraiment marrant. Je vous le conseille fortement. Et donc du coup, bah, ce qui m'amène à m'intéresser au cours du sucre. Alors regardons ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, ici c'est la courbe du sucre de 1968 à maintenant. Et vous voyez, il y a un gros pic ici dans l'année 1974 et 1975. Eh bien, le film, je vous ai dit, il est sorti en 1978. Donc, clairement, il doit caricaturer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a une explosion, hein. Le prix du sucre en 73 était au plus haut à aux alentours de 17, 18 $, on va dire. Et puis, pouf, il est monté jusqu'à 71 $. Donc, vraiment, le film colle bien avec ça. Et puis après, il rechute. euh, L'année plus tard, en 75, au plus bas, vous voyez, la mèche, elle s'arrête en annuel à 17 dollars, 16,69 $. Donc, vous voyez, il y a eu une énorme spéculation là, dans les années 1974-75, et donc c'est pour ça que le film Le Sucre est sorti. Et donc, si on s'intéresse de plus près, vous voyez, en mensuel, vous voyez, donc au cours de ces 15 dernières années, voilà, le sucre, il oscille aux alentours de 20 $ jusqu'à plus de 40 $ pour ensuite revenir actuellement aux alentours de 18 $. Et donc récemment, donc vous voyez un support aux alentours des 18, mince, aux alentours des 18 $. Voilà, même un support à 18 $, un support aux alentours de 17 $. Bon, voilà, c'est plus pour votre culture générale. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à regarder le sucre. Je vous assure, vous apprendrez plein de choses, notamment les différentes magouilles au niveau des banques et des finances. Comment est perçu le contribuable français. C'est assez proche de la vérité, hein. Franchement, ils faisaient des très bons films, hein. Maintenant, on a des nanars là. Je sais pas si vous avez vu le dernier film. Coco là, je crois avec non pas Coco, enfin bref, celui avec Christian Clavier qui est issu d'une riche famille française et puis qui se rend compte qu'en fait il a peut-être des origines indiennes. C'est pas aussi drôle, clairement c'est pas aussi drôle.
Je l'avais vu au ciné, mais voilà, Le Sucre, bah, j'étais pas né, hein, effectivement, et la plupart d'entre vous non plus. Franchement, voilà, il y a un ami qui nous avait conseillé de le regarder et ouais, je le trouve nettement mieux que des films comme The Big Short ou Le Loup de Wall Street parce que c'est en français et que ça nous parle énormément. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète, mais vous êtes clairement plus de 70% à regarder mes vidéos et pas être abonné. Alors lâchez-vous, cliquez sur ce bouton où il y a la tête de chien ou le bouton rouge en bas de la vidéo, s'abonner. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à dire tout ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!